Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder un thème qui peut paraître pas très contemporain, c'est celui de la coupole. C'est vrai que la coupole, c'est assez particulier, puisque ça ferme complètement l'espace et surtout ça substitue, vous voyez, donc au monde réel à une sorte de monde de synthèse, oui, qui correspond mieux, quelque part, aux aspirations humaines. Pour commencer, je vais vous parler d'un film, c'est le film de Peter Greenaway, Le ventre de l'architecte. Voilà, ça je crois que c'est une des séquences inaugurales. Il est devant le Panthéon romain, et devant lui, il y a un gâteau, et ce gâteau, il a la forme d'un projet de Louis-Étienne Boulay, le cénotaphe de Newton. Et ce cénotaphe de Newton, je crois qu'à un moment donné, il va le couper avec un couteau. Et cet architecte, donc, il prépare donc à Rome une exposition sur Louis-Étienne Boulay, donc un architecte du XVIIIe siècle, dont nous parlons souvent, je parle souvent, et dont je parlerai encore aujourd'hui. Donc cet architecte là, qui a un ventre énorme, il est venu avec sa jeune femme, sa jeune épouse, donc à Rome, et sa jeune épouse va être enceinte. Et donc, tout d'un coup, si vous voulez, il va y avoir une opposition entre le ventre de sa femme, le ventre vivant, capable d'engendrer, et le ventre de l'architecte, qui est gros, un ventre malade. Et aussi, il y a une opposition dans le film entre les projets de Boulay, on va le voir, c'est souvent des coupoles, c'est souvent des sphères, mais ce sont des espaces qui sont des espaces totalement glacés et morbides, et bien sûr, le ventre vivant de la femme, de l'épouse de l'architecte. Voilà, on le voit là, avec son ventre énorme. Alors bien sûr, on pourrait tout de suite se poser des questions, enfin, disons, ça ne va pas bien sûr être le thème principal du cours, mais voilà, entre cette opposition entre un ventre vivant qui enfante et l'architecte ou l'homme qui n'enfante pas et qui construit des ventres solides. C'est vrai, j'aurais pu, d'ailleurs j'ai oublié de le faire, c'est vrai, j'aurais pu aussi présenter dans la série d'images le projet de Nicolas Ledoux pour le cimetière de Chaux, parce que c'est aussi une sphère. Donc, c'est un cimetière, ce sont des tombeaux, mais effectivement, au centre du cimetière, donc, il y a une gigantesque, disons, sphère glacée. Et puis, bien sûr, on pourrait, vous voyez, continuer à opposer, vous voyez, donc, la naissance et la mort, puisque vous savez que les tombes, enfin, dans certaines tombes néolithiques, dans de nombreuses tombes néolithiques, les morts sont enterrés en position fœtale. Donc, la coupole, voilà, elle est dans cet entre-deux, voyez, donc, à la fois donner naissance et donc enterrer, célébrer la mort, engendrer. Voilà, la coupole, ça peut être un ventre, ça peut être considéré comme un ventre, c'est ce qu'on va voir maintenant. Vous voyez, un ventre, voilà, à partir duquel, ou dans lequel on a les êtres humains vont chercher à renaître, ou naître une seconde fois. Non pas dans le monde réel, mais dans un autre monde. Donc ça, c'est une performance de Cop Ilmenblow dans les années 70, où ils avaient parcouru toute la ville de Bâle
voilà, enfermé dans une bulle de plastique, comme si effectivement il était question pour eux, dans cette période assez trouble, les années 70, avec la guerre du Vietnam, la crise économique, comme si il était question pour eux de retourner, vous voyez, dans le ventre de leur maman pour renaître. Voilà, retourner dans le ventre de sa maman. C'est peut-être le Panthéon, vous voyez, donc à Rome. Le bâtiment qui était tout à l'heure derrière l'architecte qui préparait l'exposition sur Boulay. C'est vrai que ce bâtiment, c'est une coupole, mais bon, j'ai pas la coupe, mais c'est vrai que, si vous voulez, la coupole, elle est parfaitement hémisphérique, et ensuite, la base qui tient la coupole, elle a la même hauteur que la coupole, donc le bâtiment tend, vous voyez, à dessiner une sphère. Donc il dessine une sphère, et effectivement, quand on rentre dans cet édifice, c'est vrai qu'on a une impression comme ça de totale protection. On a l'impression d'un retour. D'autant plus qu'il y a quelque chose qui est totalement délirant, c'est le fait que quand on rentre, donc on était dans la lumière de la ville, et tout d'un coup, on entre dans l'ombre, et ce qu'on voit, donc, c'est le cylindre de lumière, comme il est dessiné sur cette gravure, vous voyez, qui est là, dans l'espace. Vous voyez ce phénomène-là. On est retiré dans un espace hyper protégé, et on voit quelque part ce qu'on ne voit pas d'habitude, et on voit la lumière qui nous permet de voir. Voilà, la coupole à caisson, par où tombe la lumière, et puis la coupe, vous voyez, où on voit très bien les proportions du bâtiment, le fait que la coupole est équivalente au tambour qui la soutient. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que c'est vrai que, vous voyez, cette coupole, elle rappelle, on ne veut pas dire le contraire, elle rappelle le centre. Ce que ne feront pas les coupoles ensuite, puisqu'elles sont plus complexes, elles sont souvent constituées d'un dôme, vous voyez, assez élancé, et puis ensuite, à l'intérieur d'une coupole qui tendra donc à se constituer comme un hémisphère, mais on n'aura plus cette impression comme ça de massivité. Autre grand édifice, autre grand ventre, c'est le ventre de Constantin, donc à Constantinople, puisque c'était le roi chrétien qui avait décidé non seulement d'imposer la religion chrétienne aux citoyens de l'Empire romain, mais aussi de déplacer la capitale et d'amener la capitale donc en Orient, et de fonder une autre ville, donc Constantinople. Et là aussi, vous voyez, bon, c'est un bâtiment extrêmement massif. Il a pratiquement aucun élancement. Donc on voit la coupole qui paraît assez aplatie. Vous voyez, c'est une coupole qui n'a pas de tambour, puisque les fenêtres qu'on voit, en fait, elles sont percées directement dans la coque de la coupole. Et par contre, c'est vrai que comme la portée de la coupole est très importante, vous voyez, il faut ensuite des demi-coupoles ou alors d'énormes contreforts pour résister aux efforts latéraux. Voilà, c'est ce qu'on voit là dans le bâtiment. Voilà, c'est un ventre. Voilà, c'est un ventre quelque part, vous voyez, justement pour régénérer, vous voyez, l'Empire romain antique, vous voyez, faire en sorte que un ventre qui va donner naissance à une autre population, vous voyez, la population des chrétiens, qui va remplacer celle des Romains païens. Il y a cette idée-là, dans la coupole, vous voyez, qui est un ventre d'engendrer. On va le voir dans tous les exemples très différents les uns des autres, d'engendrer, voilà, une nouvelle population.
voilà le plan, là on voit très bien, vous voyez, les deux demi-coupoles qui viennent pousser pour résister donc aux charges de la coupole. Et puis ensuite, vous voyez, on voit les arches donc de haut en haut et en bas qui permettent de maintenir les poussées latérales. Voilà, autre exemple, pour ne pas rester chez les chrétiens, donc la mosquée bleue d'Istanbul qui a été faite qui a été construite par un élève de Sinon, c'est le grand architecte des mosquées d'Istanbul, et il a repris bien sûr Sinon, et puis donc tous les architectes de cette période ont repris effectivement le plan et ont développé le plan de Sainte-Sophie qui avait été transformé en mosquée. Voilà, on voit, vous voyez, on voit le bâtiment, et puis en bas, donc, on voit ce qu'on a vu la dernière fois aussi, bon, bien sûr, quand j'ai parlé de la mosquée de Cordoue, avec cet espace très lumineux pour les ablutions, et puis après, donc, un espace plus sombre pour la prière. Là, effectivement, on retrouve la cour pour les ablutions, mais après, donc, c'est un espace, au contraire, lumineux et élancé, qui va accueillir la prière. Et là, si vous voulez, on voit aussi, vous voyez, les 4 énormes piles qui vont soutenir la colonne. Voilà, vraiment un espace de lumière très horizontal, protégé, voilà, qu'on voit pour toute la population musulmane. Autre ventre, voilà, tout à fait contemporain maintenant, enfin pas contemporain, mais en tout cas moderne, c'est le petit palais des sports de Rome, de Pierluigi Nervi. Donc c'est une coupole donc, assez plate, elle aussi, mais cette coupole, c'est une portion de sphère, et ensuite, vous voyez, elle repose sur des poteaux qui sont tangents à la coupole, là encore, vous voyez, pour à la fois la porter et puis répondre aux efforts latéraux. Voilà, quand on lance comme ça, donc des coques avec des grandes portées, il faut ensuite effectivement pouvoir les soutenir. Voilà, on voit les poteaux qui sont pas des Y, mais qui sont des X, vous voyez, qui sont retournés, parce qu'il y a donc une sorte de jambe qui permet donc d'assujettir le Y au sol, et donc pour que cet élément puisse accomplir les deux fonctions, donc à la fois résister aux efforts verticaux et aux efforts latéraux. Voilà, c'est gigantesque. Enfin, c'est assez impressionnant, bien sûr, parce que quand on passe devant, voilà, c'est presque rien, c'est tout petit. Enfin, et après, quand on rentre, voilà, c'est immense. On a l'impression que c'est immense. Parce que, bien sûr, les gradins sont creusés dans le sol, et la coupole, ce n'est que la superstructure du bâtiment. Vous voyez, c'est vrai que cette impression, elle est totalement étonnante, parce qu'effectivement, on a un bâtiment qui est relativement petit, on peut refaire le tour facilement, et après, quand on rentre, voilà, on a l'impression de rentrer dans un espace qui tend vers l'infini. Voilà, c'est l'intérieur, avec une autre manière, vous voyez, de dessiner les caissons. On a vu tout à l'heure les caissons du Parthénon, là, qui nervurent et qui portent donc la coque de la coupole. Là, c'est beaucoup plus complexe, puisque les poteaux en Y donnent donc un mouvement oblique à l'ensemble de la coupole, et ce ne sont pas des carrés, mais des losanges, vous voyez, qui la constituent. Encore, un autre exemple encore, c'est vrai que c'est le Palais des Sports à Paris. Et d'ailleurs, ce Palais des Sports, il est intéressant parce que c'est vrai que je voulais parler de Buckminster Fuller, mais finalement, le grand architecte américain, Richard Buckminster Fuller, a participé à la construction de ce bâtiment parce que c'est lui, si vous voulez, c'est son procédé, voilà. C'est
son procédé d'éléments préfabriqués qui a été employé par Pierre Dufaux, là encore, à construire donc une couverture avec une très très grande portée. Et vous voyez, ces éléments donc ils sont constitués de feuilles d'aluminium pliées, voilà, qui sont renforcées, qui viennent se superposer, qui viennent s'articuler à des hexagones en acier. Et donc, vous voyez, cette structure, elle est quelque part en intégrité. C'est l'expression de Richard Buckminster Fuller, parce que presque on pourrait la soulever, enfin, on peut la soulever avec un hélicoptère. Elle tient complètement. Et puis, bon, comme elle est très légère, comparée à la structure en béton de Pierluigi Nervi, ou en béton, disons, romain, hein, du Panthéon, eh bien, elle n'a pas besoin d'éléments porteurs très conséquents, puisqu'on voit, vous voyez, à l'arrière de la photo, les portiques, hein, qui sont assez simples, hein, qui permettent de résister donc aux poussées de cette toiture très légère. Voilà. Autre exemple encore, c'est le dôme du Millennium de Richard Rogers. Donc là, si vous voulez, la structure est encore très différente, hein, puisque ce n'est pas une structure métallique, une structure tridimensionnée, enfin un dôme géodésique, voilà, donc de Buckminster Fuller. Ce n'est pas une coque nervurée, hein, comme celle de Nervi, mais c'est simplement une toile tendue, hein, qui est fixée au sol et qui ensuite, vous voyez, est soulevée en de nombreux points par des câbles qui sont attachés à des piliers, hein, qui ont plus de 100 mètres de haut. Voilà, c'est les piliers qui traversent la toile pour la porter, les mâts, voilà, qui traversent la toile pour la porter, pour la suspendre. Enfin, finalement, je trouve qu'un des grands architectes de la coupole, un des grands architectes modernes de la coupole, putain, c'est sans conteste Oscar Niemeyer. C'est vrai que, bon, je ne vais pas toutes les faire voir, il y en a énormément, c'est vrai, mais il y a d'abord effectivement celle du congrès brésilien. Donc, bon, il y en a, le congrès brésilien, c'est une sorte de parvis comme ça, en béton, qui est tendu, et puis sur ce parvis, donc, sont posés deux objets. D'un côté, la salle du Sénat, c'est celle qui est, disons, qui sont vraiment un dôme, et puis de l'autre côté, la salle de l'Assemblée, qui elle est un bol, forme un bol, comme un bol, voilà. Et c'est ça qui est, enfin, je trouve que c'est quand même fou, parce que voilà, c'est comme une sorte de tour de passe-passe. Vous voyez, il y a d'un côté une coupole, et puis de l'autre un bol. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, voilà, toutes ces questions cette question du ventre, là, bon, c'est vrai que, je vous l'ai dit, on la trouve dans le coupole, mais c'est vrai qu'on la trouve aussi dans les bols, quoi. Parce que le bol, c'est le premier des récipients, vous voyez, celui dans lequel on conserve de l'eau, on conserve des grains. Et donc, voilà, c'est ces deux récipients premiers, donc un donc, qui forme une coupole et qui protège l'Assemblée des intempéries, et l'autre qui s'ouvre vers le ciel, qui permet donc aux membres de l'Assemblée de venir s'asseoir en cercle, hein, pour débattre. Vous voyez, c'est quelque part, il y a des similarités, comme si finalement, voilà, cette question du ventre, elle travaillait, vous voyez, énormément de choses, énormément d'objets, hein, donc du bol, de l'ustensile de cuisine, hein, donc jusqu'à l'architecture, jusqu'à la coupole. Voilà, donc là, je me suis trompé. Ça, c'est la Chambre des députés qui est comme ça, donc qui s'ouvre vers le ciel, qui est posé, voilà, comme un bol sur une table,
Et là, vous voyez, on voit le chantier avec les ouvriers. Donc, c'est vraiment c'est du béton. C'est pas, vous voyez, c'est pas aussi complexe finalement que Nervi avec toutes ces nervures, hein, ou Rogers avec tous ces mâts, tous ces câbles, ou même les caissons de- du Panthéon. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Là, ce sont des dalles, hein, qui se courbent. Ah, oui, c'est exactement comme un bol en terre. Et voilà, on le fabrique, il n'est pas nervuré. Et puis, il permet, comme ça, c'est un ventre, voilà, qui permet de recueillir, qui sert de récipient, donc à de multiples liquides, à de multiples types de graines. Voilà, puis au fond, donc, la scène du Sénat. Voilà, autre exemple, bon, celui-là vraiment à Paris, mais peut-être encore plus étonnant parce que c'est vrai que ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que, vous voyez, la salle, on a l'impression qu'elle sort du sol, quoi. Ah, c'est comme, on a l'impression que c'est le sol qui est enceinte, vous voyez. Voilà, qui protège. Donc, une nouvelle race d'hommes, vous voyez, c'est pas les chrétiens qui ont chassé les païens, c'est pas les musulmans qui ont chassé les chrétiens, mais là, c'est une nouvelle génération, donc des communistes, égalitaristes, hein, qui germent, vous voyez, donc dans ce ventre, voilà, en plein cœur de Paris. Voilà, tous les dessins de Niemeyer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, voilà, donc la coupole, elle sort du sol, parce qu'en fait, il y a deux sols. Donc, il y a un sol qui est au niveau de la rue, et puis il y a un sol en dessous, plus profond, qui permet de descendre jusqu'à la grande salle de conseil. Voilà, donc le premier sol, la coupole qui émerge, et puis là, on voit donc le second sol pendant le chantier, et la coupole qui sort. Et l'espace donc entre les deux sols, qui permet donc de pénétrer dans la salle. Voilà, donc il y a cette idée dans la coupole, il y a cette idée de ventre, de gestation. C'est vrai que générer sous la coupole, on engendre donc une nouvelle race d'hommes. Et aussi, on retrouve, voilà, une unité perdue. C'est les dessins donc de Léonard de Vinci, et c'est toute la question qui s'est posée à la Renaissance, parce qu'effectivement, dans les églises, quand on a commencé à faire des coupoles, on les a mises, et on a continué ensuite, on les a mises à la croisée de la nef et du transept, ce qui fait que la coupole, dans l'église, dans la basilique, dans la cathédrale, elle n'occupait pas un espace majeur. C'était juste la croisée de la nef et du transept. Le chœur était derrière, après elle, et donc voilà, il y avait comme, disons, c'était une vraie question que les architectes se sont posés. Pourquoi finalement ne pas mettre la coupole au centre de l'église, et puis d'avoir des églises ou des constructions en étoile, vous voyez, donc autour d'elle, pour que vraiment donc la coupole puisse être l'élément, voilà, le plus important, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai dit au départ, la coupole, c'est ce qui permet donc le remplacement du ciel réel, du ciel où il grêle, où il neige, où il vente, où l'éclair tombe, par un ciel, voilà, complètement pacifié, dans lequel on peut projeter toutes sortes d'imaginaires. Bon, là, la coupole de Saint-Pierre de Rome, vous voyez tout de suite, elle est beaucoup plus élancée que les coupoles que j'ai fait voir tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a eu ce système qui a été mis en place par Brunelleschi à la Renaissance, un système qui est presque gothique, si vous voulez, où pour
éviter les poussées latérales de la coupole sur le tambour, eh bien, on met par-dessus la coupole intérieure donc un dôme beaucoup plus vertical qui réoriente les forces vers le bas. Et là, cette basilique, c'est vrai qu'elle est très emblématique de toutes ces questions que se sont posées les architectes. Mais de toute façon, c'est des questions qui les dépassaient complètement, puisque c'est pas eux. Eux, ils déterminent simplement un espace. Mais même au-delà d'eux, c'est vrai que toute la Renaissance, elle a été quand même, disons, totalement questionnée, vous voyez, par l'idée, d'abord par le fait que même s'il s'agit d'église, l'homme est vraiment tout d'un coup au centre du monde, il n'est plus à la périmétrie. Et donc, vous voyez, les églises à plan centré, avec des coupoles, ça permettait effectivement de mettre tous les êtres humains au centre, comme par exemple, quand on regarde un tableau perspective, toute la réalité vient vers nous, comme si nous étions au centre du monde. Il y a cette volonté, voilà, vous voyez, de mettre, humaniste, de mettre l'homme vraiment au centre du monde. Et tous ces gens-là qui ont collaboré, Bramante, Raphaël, Peruzzi, Sangallo, Michel-Ange, Maderno, ils se sont questionnés là-dessus. Ouais. Comment on doit faire Saint-Pierre de Rome, et puis les papes, bien sûr, avec eux. Donc, est-ce qu'on doit effectivement, comme le veut Bramante au début, faire un plan centré? Mais un plan centré, c'est une chose absolument impossible pour la liturgie catholique, d'autant plus quand il s'agit de la première basilique de la chrétienté. Et donc ensuite Raphaël a rajouté donc des travées au plan de Bramante. Ensuite Peruzzi a voulu revenir au plan de Bramante. Michel-Ange a aussi voulu atténuer, disons, les rajouts et revenir aussi le plus possible à un plan centré. Et finalement, Maderno donc, est revenu à un plan basilical traditionnel. Voilà cette idée, ça. Vraiment la coupole, c'est un monde unitaire. Une assemblée, une population, une assemblée de fidèles qui une architecture, quelque part, à la fois, ça répond aux aspirations de vouloir se constituer en communauté, et en même temps, elle fonctionne comme un moule, comme une orthèse, vous voyez, qui permet à l'assemblée des fidèles de se constituer vraiment, donc, comme la communauté chrétienne, ou tout à l'heure, la communauté musulmane, ou la communauté communiste. Voilà, c'est le plan des dessins de Michel-Ange, enfin, pas les dessins de Michel-Ange, mais le projet de Michel-Ange avec la double coupole brunelleschienne qui permettait effectivement d'avoir une coupole un dôme beaucoup plus élancé, et puis de régler aussi les problèmes constructifs. Et ça, c'est le plan de départ, le plan de Bramante, donc une croix grecque, voilà. Et donc voilà, vous voyez, parce que là, non seulement il y a la coupole qui est circulaire, mais ce cercle, il s'inscrit dans une croix, et cette croix, elle s'inscrit encore dans un carré. Et ça, c'est vrai que, finalement, c'est vrai qu'on la trouve donc, dans les bâtiments religieux, mais on la trouve aussi, par exemple, dans la Villa Rotonde de Palladio, alors que c'est qu'une villa. Et effectivement, le salon central, il est circulaire, il est surmonté d'une coupole, et les portiques, il y a quatre entrées, 4 portiques qui dessinent une croix, et après, le reste de l'habitation dessine un carré. Et ça, c'est vrai, c'est une forme, il y a une sorte d'adéquation entre la volonté de mettre l'homme au centre du monde, et puis cette forme qui hante, voilà, toute la question de l'architecture et du bâti. Voilà, concevoir des machines pour mettre l'homme au centre du monde, pour unifier donc la foule, pour donner corps, voilà, donc, à une communauté dispersée, et créer des centralités. Voilà, ça c'est le plan de Maderna, finalement celui qui a été
qui a été réalisé. Donc c'est une nef, et puis après, on voit très bien que c'est comme un cadavre esquisse, si on veut, parce qu'il y a le plan centré, et puis après, il vient s'articuler donc à un plan basilical. Et ça, c'est une autre église, donc une autre chapelle, donc avec un plan centré. C'est l'église San Biagio à Montepulciano, qui a été faite par Antonio de Sangallo, qui a d'ailleurs participé lui aussi donc, à l'élaboration de Saint-Pierre. Mais comme c'est une petite église de pèlerinage, qui n'est pas étroitement dépendante des problèmes liturgiques, donc elle a pu donc, avoir son plan centré, mais il y en a énormément d'autres qui sont comme elle. Voilà, autre exemple aussi de plan centré, c'est à Paris, hein, c'est la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière. Donc là, c'est un plan centré, voilà, pour une raison assez simple, avec le cœur effectivement sous la coupole, parce que comme c'est un hôpital, et comme dans les hôpitaux, donc il y a plusieurs types de malades, et qu'on ne va pas forcément les mettre ensemble dans une nef. Donc c'est une église, vous voyez, qui est vraiment à 4 nefs, hein, pour que le prêtre puisse dire la messe devant des populations extrêmement différentes. Voilà, mais aussi ben, je vous redis un petit peu peut-être, mais aussi la coupole, ça peut permettre voilà, d'intercéder. Ça permet aussi, voilà, ça permet de montrer, vous voyez, de définir voilà, un ciel complètement pacifié, voilà, un ciel exactement, voilà, comme je le disais tout à l'heure, un ciel qui correspond totalement donc aux aspirations humaines. Et sans doute la coupole la plus démente, la plus belle, hein, c'est la fresque de coupole la plus démente, la plus belle, c'est celle du Corrège, donc pour la cathédrale de Parme. Hein, c'est une assomption de la Vierge. Donc l'Assomption, ça veut dire que dans la religion chrétienne, la Vierge, elle ne meurt pas, donc elle dort, ou alors elle monte vivante, donc au ciel, où elle est accueillie par Jésus. Et c'est là ce qui est peint. Vous voyez, donc dans cette église, hein, on voit la Vierge, elle est en bas, elle a une robe rouge et bleue, et puis on voit le Christ qui descend pour la chercher. Et en même temps, c'est vrai que, vous voyez, ce qui est fou là-dedans, c'est d'abord la maîtrise de la perspective, parce qu'effectivement, c'est facile, enfin, c'est déjà difficile de peindre une perspective sur un tableau plan, mais là, c'est encore plus difficile, bien sûr, de peindre, de faire ce type de peinture sur un tableau qui est concave, sur un support qui est concave. Et donc, mais ça permet aussi d'accentuer hein, d'une manière complètement saisissante hein, les effets de profondeur, parce qu'effectivement, il y a des cercles de nuages et d'anges, qui montent en hélice vers le sommet de la coupole, et ensuite on voit le Christ, mais on ne sait pas s'il descend ou s'il tombe. Il y a un truc totalement sidérant. Il y a un truc, voilà, c'est ça le ciel, un ciel un ciel, disons, complètement construit, hein, qui, je le répète, se substitue donc au vrai ciel, hein, au ciel de l'orage, au ciel de la grêle, au ciel du vent, au ciel de la nuit infinie. Voyez, donc il y a cet espace là, complètement écrit, hein, complètement pacifié, et justement un espace dans lequel on peut venir donc se reposer. Voyez, autant, voilà, par exemple, il y a des biotopes bon, pour les plantes, pour les animaux. Voyez, pour les tomates, il faut des serres, il faut les chauffer, il faut une certaine hydrométrie, etc. Voilà, pour les œufs, il faut des espaces comme cela, hein, qui sont totalement saturés de signes, construits de signes, hein, qui quelque part, à la fois reflètent ce qu'ils veulent penser, ou au contraire, leur imposent de penser quelque chose pour justement les protéger. Quelque part, plus que de la pluie
ou que de la grecque, vous voyez, des ciels de sens, et qui s'opposent justement au ciel réel, qui est totalement vide de sens, et même totalement angoissant. Il suffit de lire les pages de Kant dans la critique de jugement, quand il est devant le ciel infini. Voilà. On est là, on peut à la rigueur comprendre, mais c'est quelque chose qui excède complètement notre imagination. Autre caractéristique de la coupole, c'est ce phénomène d'immersion. Ça, bien sûr, on l'a dans les projets de Boulay. Hein, donc ici, par exemple, un projet de muséum et de temple de la renommée. C'est un projet vraiment immense. Voilà. Et effectivement, au centre, il y a une coupole d'ailleurs qui n'a pas de tambour, hein, qui descend pratiquement jusqu'au sol. Enfin, vous voyez, tout est grand. Il y a des grandes galeries qui convergent vers une gigantesque coupole. Il y a des colonnades qui scandent les parcours. Tout est énorme. Et en plus, c'est vrai que très souvent, les colonnades, elles sont comme celles du Bernat à Rome. Elles sont hémicirculaires. Et donc, il y a des problèmes presque, disons, quand on regarde les images, il y a des problèmes presque visuels. C'est-à-dire que, voilà, on est complètement, disons, absorbé, voilà, immergé dans cette architecture. Bon, c'est une architecture qui n'était pas faite pour être construite, qui était dessinée. Et en plus, c'est vrai que c'est une architecture. Enfin, je m'en souviens quand j'étais allé à la Bibliothèque nationale pour voir les in-folio originaux. C'est-à-dire qu'on ouvre l'in-folio et on est plongé, vous voyez, donc littéralement dans l'espace. Et même la perspective, elle est calculée pour qu'on puisse plonger, être complètement immergé dans l'espace. Voilà, ici on ne sait pas, on ne comprend plus rien, on est vraiment totalement immergé. Voilà, tout comme effectivement à Abu Dhabi, dans le projet de Nouvelle, c'est vrai qu'on est complètement immergé dans un espace. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, l'espace sous la coupole, il est complètement séparé, vous voyez, de l'espace du musée, puisque la coupole, elle est totalement ouverte pratiquement. Enfin, il n'y a pas d'œuvres qui sont exposées dessous. Les œuvres, elles sont exposées dans des bâtiments qui sont dessous, qui sont climatisés. Et là, simplement, on rentre et c'est sûr que, voilà, j'ai cette impression comme ça d'être totalement immergé dans un espace. Bon, bien sûr, la coupole, c'est une ombrière, hein, c'est une ombrière qui est très efficace, parce que c'est vrai que quand on passe, disons, de l'extérieur et qu'on se glisse sous la coupole, tout de suite, vous voyez, on sent donc une différence de température. Et c'est vrai que, voilà, il y a l'eau qui vient aussi donc participer de ce phénomène, puisqu'elle rentre dans le bâtiment. Et tout est calculé ensuite, vous voyez, il y a une structure, et après c'est plusieurs coupoles qui sont superposées, et tout a été calculé pour que, vous voyez, constamment, les rayons qui la traversent, les raies de soleil qui la traversent, changent de direction avec le mouvement du soleil. Il y a des ouvertures qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent, et donc il y a un mouvement, vous voyez, sous la coupole, un mouvement permanent du soleil, et surtout aussi, comme il y a de l'eau, vous voyez, donc les rayons frappent dans l'eau et remontent ensuite vers les bâtiments. Donc on est vraiment plongé complètement dans un univers qui nous dépasse. Voilà, on voit les rayons qui traversent la structure, qui viennent donc aléatoirement éclairer donc ça et là des bâtiments, générer ça et là des taches de lumière sur le sol. Bon, bien sûr, ça renvoie donc au projet de Boulay pour le cénotaphe de Newton, parce que c'était exactement le même principe. Une grande sphère de pierre traversée de trous pour dessiner donc un ciel étoilé.
Et là, donc, la Géode, au parc de la Villette, à Paris, d'Adrien Fassilbert. Bon, c'est un bâtiment étonnant parce que, voilà, à la fois déjà de l'extérieur, bon, il est réfléchissant, et quelque part, quand on est en face de lui, vous voyez, on a une vision presque, on est déjà immergé, voilà, parce qu'on a une vision pratiquement à 180 degrés, un peu comme un poisson. Et voilà. Hein, déjà, ça annonce la couleur. Et après, quand on va rentrer dans la salle, on va encore avoir une vision à 180 degrés. Et on va être là encore un peu comme un poisson. D'ailleurs, c'est pour ça que cette idée d'immersion, peut-être je l'ai déjà dit, mais je la trouve gênante, voyez, parce que, surtout aujourd'hui, vous voyez, où constamment, on vous parle dans la presse, vous allez être immergé dans la pièce. Au théâtre, par exemple, il y a constamment maintenant des écrans partout, on est complètement immergé. Et là, dans ces salles Omnimax, là, qui sont à 360 degrés pratiquement, on a l'impression que tout tourne autour. Et ouais, effectivement, on est complètement immergé. Et quelque part, c'est vrai que on peut se poser des questions, si vous voulez, d'abord sur le cinéma, parce que, en fait, le cinéma, c'est quand même l'art du cadre, hein, c'est quand même l'art de cacher certaines choses pour qu'il existe un hors-champ qui rende possible ce qui se passe dans le champ. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Et surtout, c'est peut-être la question que j'ai posée à la fin, c'est que, voilà, il y a ces deux, quelque part, il y a ces deux regards. Il y a le regard en immersion, voilà, où on est plongé complètement dans les choses, dans une certaine immanence, on ne peut même pas les analyser. Et puis ensuite, donc, le regard sélectif, hein, le regard donc critique, voilà, où on voit les choses, on cherche les rapports de cause à effet, et puis on cherche à comprendre un monde. Bon, j'ai mis cette image parce qu'effectivement, il y a dans les épaules Arnolfini, donc il y a ce miroir derrière, si vous voulez, ce miroir convexe, hein, qui à la fois fait voir, enfin, fait voir ce qu'on ne voit pas, parce qu'il fait voir à la fois les personnages de dos, mais il fait voir aussi le peintre qui les peint, et il fait voir aussi l'œil qui voit. Et donc, on est plongé comme ça dans une globalité, une totalité, et c'est ça aussi. Donc, je pense dans toute sphère, vous voyez, dans toute coupole, hein, il y a ce mouvement, voilà, vous voyez, vers une vision globale. Et là, donc, c'est la coupe du projet de Fensenberg. Et c'est vrai que ce projet il est vraiment totalement étonnant parce que je l'ai visité récemment, j'ai vu un film qui était insupportable. Mais voilà, mais le projet est vraiment étonnant parce que si vous voulez, vous voyez, il y a deux éléments. Il y a la salle avec les gradins, et cette salle, elle est portée juste par un seul poteau central. Vous voyez. Ça, c'est déjà fou. Et après, donc, la sphère, bon, c'est encore un système qui renvoie un petit peu aux sphères de Richard Buckminster Fuller. Ce sont des structures tridimensionnées, c'est un dôme géodésique. Et ce dôme géodésique, donc, elle repose ensuite, vous voyez, sur une poutre circulaire à la base qui est portée par des poteaux. Voilà, bien sûr, tout ça, c'est quelque part, c'est toutes ces coupoles, toutes ces sphères, tous ces omnimax, c'est quelque part un peu marqué par le chiffre de la régression. Et c'est vrai que ça nous ramène aussi au cirque. Hein, c'est un espace quand même assez particulier, parce que finalement, voilà, qu'est-ce qu'on voit dans le cirque? Et on y va, hein, c'est pas, oui, il n'y a pas d'histoire, c'est pas comme au théâtre, c'est même pas comme une manifestation sportive où il va y avoir quelqu'un qui va gagner ou quelque chose comme ça, où il va... Non, c'est vraiment un spectacle, mais vraiment très hyper primaire, quelque part, hein, ou des choses comme, par exemple, l'odeur du crottin de cheval, hein, va s'associer, vous voyez, donc, à des images sexuelles, les jambes de la trapéziste ou de la cavalière, vous voyez, ou à l'expression de la force, etc. Donc c'est quelque chose de totalement régressif. Bon, c'est vrai que le cirque est abandonné, mais c'est régressif, mais on le retrouve aujourd'hui donc sous d'autres formes. Ça, c'est
le bâtiment d'Itorf, le cirque d'hiver. Hein, donc c'est une enceinte polygonale avec des gradins, hein, tout ça donc centré sur la piste circulaire du cirque, avec une toiture qui est pas vraiment une coupole. Oui, c'est une coupole, c'est une coupole qui forme polygonale, voilà, donc qui est assez qui a finalement qui a la même fonction hein, que la coupole. Et là, vous voyez, c'est une représentation donc au XIXe siècle à l'intérieur de cet espace. Enfin, c'est ça qui, oui, c'est quand même sidérant. C'était un cirque, donc un cercle, hein, et puis dans lequel effectivement on a toutes des manifestations quelque part qui sont d'ordre, des sensations qui viennent peut-être avant les mots, avant la réflexion. Vous voyez, tout un déluge comme ça de sensations brutes, et tous les sens qui sont convoqués, la vue, l'ouïe, l'odorat, une chose qu'on voit nulle part pratiquement ailleurs. Voilà, mais par contre, c'est vrai que voilà, on peut réfléchir comment essayer de casser ce cercle, comment sortir de ce cercle, et comment finalement faire en sorte que voilà, le regard analytique voilà, il puisse faire retour. Voyez. Ça, c'est le théâtre, le dessin pour représenter le théâtre de Besançon, de Ledoux. Donc, et on voit très bien que ce sont des gradins, voilà, et puis du gradin, on voit la scène et ils représentent donc les gradins, enfin, soit reflétés, plutôt derrière, dans la paroi oculaire, là, ils représentent les gradins. Et donc, si vous voulez, vous voyez, l'espace du théâtre, quelque part, elle est vectorisée, quoi. On s'assoit, mais on regarde quelque chose, ah, on est ouvert sur un ailleurs. Et ça, c'est une coupe du théâtre de Boulay. Donc ça, c'est la coupe vue depuis la scène vers la salle. Et là, c'est la coupe donc, de la salle. Et donc, vous voyez, on voit donc, une demi-coupole voilà, qui regarde une scène. Donc, à la fois, on est protégé dans la demi-coupole, mais en même temps, cette demi-coupole, elle s'ouvre voilà, vers quelque chose qui est de l'ordre de son altérité. Bon, je sais pas, c'est un des rares projets qui sont situés. Bon, il y a aussi le projet bibliothèque, hein, parce c'était un opéra qu'il voulait faire construire, donc sur la place du Carrousel du Louvre, il avait vraiment situé. Et ça, vous voyez, c'est une scène, ça c'est l'amphithéâtre de l'école de chirurgie, il existe toujours, on peut le voir, hein, c'est pas loin d'ici, à côté, dans le 5e, donc près de l'école de médecine, c'est dans l'école de médecine. Et donc, vous voyez, c'est pas une coupole, c'est une demi-coupole. Et donc, vous avez des étudiants qui sont assis dans l'hémicycle et qui regardent pas n'importe quoi, puis qui regardent un type en train de disséquer un mort. Et donc il y a un autre type, la demi-coupole, c'est autre chose, vous voyez, quelque part, que la coupole ou que la sphère hein, que nous avons vu pendant le début du cours. Hein, parce que donc c'est un espace dans lequel on est protégé, mais on regarde hein, quelque chose qui est totalement extérieur et qui peut participer, comme ici, vous voyez, parce qu'on va regarder l'intérieur d'un corps qui peut participer de l'altérité radicale. Et ce qui m'a toujours vraiment stupéfait, c'est que finalement, cette salle, donc l'amphithéâtre d'école de chirurgie de Gondouin, elle a servi ensuite de modèle, vous voyez, pour les salles pour la Chambre des députés à Paris. Donc là, c'est un premier exemple. Vous voyez, on retrouve exactement la demi-coupole, les colonnes, les bancs, et puis, bon, c'est pas la table de dissection, mais c'est la tribune sur laquelle vont se succéder les orateurs. Là où ça, c'est l'actuel. Donc, c'est l'hémicycle actuel
Jules de Joly, voilà, qui reprend encore, vous voyez, le modèle de la salle de dissection. Donc il y a un face-à-face, et on n'est pas dans un espace unitaire, il y a une sorte de relation dialectique hein, entre l'assemblée et puis le tribun qui parle, et qui va ensuite être discuté. Et puis aussi, bien sûr, pour terminer, donc il y a ce projet. D'ailleurs, un enseignant qui est de cette école, là, donc Gilles de Alex, Sugimoto, qu'il a proposé l'année dernière là, pour la Biennale de Venise, pour le pavillon français, qui a construit il y a 2 ans, pardon, le pavillon français. Et qu'est-ce qu'il a mis dans le pavillon français? Justement, c'est une demi-sphère ou un quart de sphère. Et dans cet espace donc, qui n'est pas, vous voyez, qui est pas fermé sur lui-même et qui est ouvert, eh bien, dans cet espace, toute l'équipe qui a travaillé avec le studio Mioto, ils étaient assez nombreux. Ils ont mis en scène des tas de choses qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui. Donc c'était comment on appelle ça, ils ont mis en scène des choses voilà, assez particulières. Voilà, puis pour terminer, comme on a commencé par le ventre, voilà, je voudrais terminer par le cerveau. D'ailleurs, c'était un petit peu ça, les demi-coupoles, oui, c'est comme des cerveaux, voilà, parce que voilà, ce sont des espaces qui nous permettent d'être confrontés donc, à la réalité, et puis qui nous permettent aussi d'être dans les meilleures conditions possibles pour analyser voilà, cette réalité. Bon, là, c'est l'Universal Theater de Frédéric Kistler. Donc, c'est une forme comme ça, voilà, c'est presque un cerveau, voilà, c'est ça. Un cerveau dans lequel voilà, les spectateurs, vous voyez, viennent s'asseoir sur des gradins, et puis donc il y a une scène, et tout ça, effectivement, ça prend la forme d'un cerveau. Et qu'est-ce qu'on fait dans le cerveau? C'est vrai que voilà, constamment, on analyse voilà, ce qu'on perçoit, et effectivement, c'est un peu ce qu'a voulu faire Kistler hein, dans son Universal Theater. Voilà, un Universal Theater qui a été ensuite repris hein, par Rem Koolhaas et Oma pour un projet de théâtre à Rotterdam. Et vous voyez, il a repris exactement la même forme hein, de boîte crânienne pour faire un espace complètement vitré, complètement ouvert, hein, pas du tout un espace fermé, mais qui a quand même effectivement, vous voyez, cet effet de voûte, de calotte crânienne, et dans laquelle effectivement, à la fois donc, on voit des choses, mais aussi on voit la ville autour. Voilà, le théâtre qui est dans ta tête. Merci. Merci. Il semble dans ce que vous avez exposé que par le passé, dans les structures, dans l'esthétique, il y avait plus de caissons, d'alvéoles. Peut-être que maintenant, quand on voit par exemple les ouvrages d'Annie Meyer, c'est plus lisse. Est-ce qu'il y a eu des tendances associées aux problématiques de structure à travers l'évolution des coupoles? Non, je pense Avec qu'aujourd'hui, la remarque oui. sur la coupole d'Abu Dhabi, effectivement, là, c'est pas lisse du tout. Donc voilà, question sur les évolutions des Tout structures. à fait. Non, mais je pense que enfin, je veux pas être c'est pas la critique, en fait, mais chez Niemeyer, c'est quelqu'un qui s'est jamais préoccupé de structure. Bon, il avait le béton, donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Et c'est vrai qu'au Brésil, il y avait d'excellents ingénieurs. Et d'ailleurs, il le disait lui-même, Niemeyer, oui, quand j'ai un problème technique, je vais voir mon ingénieur. Si mon ingénieur ne sait pas y répondre, je change d'ingénieur. C'est un petit peu ça le truc. Donc il s'est pas posé
il s'est jamais posé ces questions-là. Il est né avec le béton, il est mort avec le béton, et c'est vrai qu'avec le béton, en fait, on peut tout faire. Donc c'est un petit peu le problème aujourd'hui, enfin, quand on enseigne, par exemple, parce qu'effectivement, avant, les étudiants, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand on revient à d'autres types de matériaux, eh bien non, il faut quand même penser de manière beaucoup plus précise. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la construction, on ne va pas faire des porte-à-faux, on ne va pas faire tout ça. Donc, tout change, tout a changé complètement. Et nouvelle, je ne voudrais pas le critiquer, c'est pas ça, parce que je trouve ça vraiment absolument génial, mais c'est vrai que lui, si vous voulez, c'est pas, je pense qu'il se préoccupe pas trop de la construction, et puis en même temps, si vous voulez, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est à mettre les gens dans des états de sidération presque seconde, si vous voulez. Voyez. Parce que là, cette coupole-là, c'est vrai que moi, je suis allé plusieurs fois la voir, enfin, en tout cas 2 fois, je suis allé à la fin du chantier, puis une autre fois, il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment elle tient, si vous voulez. Voyez. Bon, bien sûr, on l'a vu sur l'image, elle a été pensée, parce que c'est pareil, comme les structures de, de Richard Buckminster Fuller, elle est en totale insécurité. On pourrait presque la soulever avec un hélicoptère. Mais vous voyez, on ne voit pas du tout. Vous voyez, les éléments qu'il apporte, on ne les voit pas. Hein, si vous voulez, on a l'impression qu'elle est posée comme une feuille de papier sur des blocs, alors qu'elle pèse des tonnes. Vous voyez. Et puis toujours, jamais, même le bâtiment qui est pas loin, là, vous voyez, le musée de le musée de, enfin, le musée des arts ethno, c'est lesquels? Oui, non, le bâtiment qui est à côté, comment? Non, le genre de nouvelles, là, tu vois, le bâtiment qui est le musée, là, le Quai Branly, voilà. On comprend pas comment ça tient, qu'on est devant, on comprend rien. Mais tout est caché, rien n'est expliqué, rien n'est contraint. L'important, c'est qu'on ne comprenne pas, qu'on soit là comme ça, je vous dis, dans un état de seconde de sidération devant les bâtiments. Ou même, aussi, c'est pareil, donc même la Philharmonie, on ne comprend pas comment ça tient, c'est pas, il y a des poutres énormes, mais on ne les voit pas, si vous voulez. On les a vues au moment du chantier, et après, elles ont été complètement cachées sous les coques, donc on ne sait pas, on est là-dedans. C'est magique, on est d'abord dans une sorte de couline recouverte d'aluminium, et puis ensuite on rentre, on est dans une salle on ne comprend pas, on n'arrive pas. Il n'y a pas de relation de cause à effet. Mais ce que vous dites, c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, on fait assez peu de coupoles, parce que c'est aussi une coupole, bon, j'ai essayé d'expliquer, ça a toujours été, quand même, malgré tout, un exploit structurel. Vous voyez, donc, le Panthéon, c'est un exploit structurel, Sainte-Sophie, c'est un exploit structurel, Nervis, c'est un exploit structurel. Mais aujourd'hui, en architecture, on ne cherche plus à faire des exploits structurels, vous voyez. Donc, on cherche, voilà, on cherche à calmer le jeu, on cherche à répondre à des questions de matériaux, des questions de bien-être, et tout ça, c'est sans doute éloigné des préoccupations. Toute cette question des coupoles, c'est vrai que je pense elle est sans doute très éloignée des questions que les architectes se posent aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais si vous voulez en poser une autre. Alors, Si, ça marche. Bonjour, je voudrais vous interroger sur la différence entre le dôme et la coupole. Vous en avez parlé. oui. Le dôme permet cet élancement supplémentaire et une solution constructive, etc. Mais du coup, ça crée un espace interstitiel entre les deux, dont je ne sais pas s'il a parfois une utilité ou un intérêt. Dans les coupes, en général, c'est un peu vide. Mais est-ce que cette relation est parfois interrogée dans des projets et vous trouve un intérêt? Oui, enfin, si vous regardez le Petit Larousse, donc le dôme, c'est l'aspect extérieur, et la coupole, c'est plutôt intérieur. Et voilà. Et c'est vrai qu'en général, bon, on a vu le Panthéon, pardon, Sainte-Sophie. Bon, les coupoles étaient la, la face interne du dôme, et ensuite ça a évolué, c'est-à-dire que
parce que vous avez, enfin, on a vu aussi le Panthéon, c'est des masses de maçonnerie énormes pour soutenir les efforts latéraux. Sainte-Sophie, c'est encore plus énorme parce que c'est beaucoup plus grand. Et par contre, la solution de Brunelleschi, d'avoir un dôme différent de la coupole, ça permet au dôme qui est élancé de réorienter les charges vers le bas pour qu'elles puissent être portées par les murs. Voilà. Et après, bon, j'ai un copain qui m'a dit qu'il était allé, qu'il avait pu rentrer entre les deux coupoles de Brunelleschi à Florence. Bon, je pense qu'on peut le faire, c'est vrai, mais je pense que c'est pas vraiment évident, mais ça ne présente strictement aucun intérêt, si vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment deux choses qui sont... Enfin, ça représente, pour un ingénieur, c'est sûrement extrêmement important d'y aller, mais ça représente aucun intérêt. Voilà. Et puis, mais quelque part aussi, il y a aussi, bon là aussi, peut-être, ça fait réfléchir aussi, parce que, voyez, on pourrait dire que, bien sûr, quand on voit un dôme élancé, voilà, on a une image par émanence, voilà, ça s'imprime dans notre cerveau, et puis après on rentre et on voit donc une coupole qui est plus élancée, qui est plutôt hémisphérique, et tout ça, bon, bien sûr, ça joue, quoi. C'est important parce que ça permet aussi quelque part, vous voyez, à une certaine magie du lieu d'opérer, oui, parce que on se fait certaines idées, on voit le dôme élancé, et on a l'impression que la coupole à l'intérieur va l'être, et en fait, elle ne l'est pas. Et donc, c'est ce qui permet justement à tous ces édifices, à Saint-Pierre de Rome, mais surtout, effectivement, bon, je ne l'ai pas montré, mais la basilique de la Fleur de Brunelleschi à Florence, vous voyez, d'avoir justement un certain mystère, vous voyez, donc une certaine présence, voilà. Très bien, je vous remercie.